welcome to Arbitral Insights, a podcast series brought to you by our international arbitration practice lawyers here at Reed Smith. I'm Jose Estegaraga, Global Head of Reed Smith's International Arbitration Practice. I hope you enjoy the industry commentary, insights, and anecdotes we share with you in the course of this series, wherever in the world you are. If you have any questions about any of the topics discussed, please do contact our speakers. And with that, let's get started. Welcome back to the next episode of Arbitral Insight. I'm Clément Fouchard, partner at Reed Smith in the Energy and Natural Resources in Paris. Today's episode is, I would say, special. First, because this is the first episode to deal with Africa. And second, since our topic will focus on Francophone Africa, we will be speaking in French. Bienvenue, comme je l'indiquais en introduction, ce podcast est donc particulier. Nous allons nous intéresser au développement de l'arbitrage en Afrique francophone. Et pour nous parler aujourd'hui du dynamisme de l'arbitrage dans cette partie du monde, nous sommes particulièrement heureux, Guillaume Aréou, qui est collaborateur senior à Paris et spécialisé en arbitrage international, et moi-même, d'accueillir notre consoeur Sylvie Beboï et Bongo. Bonjour Sylvie. Bonjour Clément, bonjour Guillaume. Et Sylvie est particulièrement bien placée pour nous introduire à ce sujet. Docteur en droit au terme d'une thèse consacrée aux questions d'exécution des sentences arbitrales, Sylvie est une praticienne expérimentée en droit de l'arbitrage et plus généralement en droit des affaires en France et dans l'espace OHADA, dont nous allons reparler très rapidement. Et donc Sylvie accompagne depuis de nombreuses années les investisseurs étrangers qui veulent s'établir dans l'espace OHADA, notamment parmi tes activités, Sylvie. Donc après avoir exercé en France et au Cameroun, Sylvie a fondé le cabinet HBE Avocats Cameroun qui intervient pour une clientèle de particuliers, d'entreprises et d'institutionnels. Sylvie intervient également en qualité d'arbitre ou de secrétaire de tribunaux arbitraux, que ce soit en matière d'arbitrage commercial ou d'investissement. Elle fait partie du panel d'arbitres de la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA, au sein de l'espace OHADA, du Centre régional d'arbitrage commercial international du Caire et du Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation Ouagadougou. Je passe la parole à Guillaume qui va nous présenter un peu le sujet d'aujourd'hui. Merci Clément. Alors pour vous présenter le sujet d'aujourd'hui, nous avons pensé qu'un bref rappel historique des liens très étroits entre l'arbitrage et l'Afrique est très ancien. En effet, l'Afrique est connue pour ses systèmes ancestraux de règlement amiable des différends. Et on pense par exemple à la coutume en Somalie de se réunir sous l'acacia pour résoudre les différends locaux. De ces coutumes traditionnelles, les États africains ont évolué vers des mécanismes de règlement des différends modernes, notamment à travers le développement de l'arbitrage. Les États d'Afrique francophone ont ainsi indéniablement contribué au développement de l'arbitrage relatif aux investissements. Ainsi, la toute première affaire enregistrée par le CIRDI en 1972 a opposé la société Holiday Inns au Maroc. Et la première sentence rendue par le CIRDI en 1977 impliquait la Côte d'Ivoire dans l'affaire Adriano Gardella. Enfin, le premier tribunal arbitral à avoir retenu sa compétence sur le fondement d'une loi nationale opposait la société SPP à l'Égypte. C'est donc peu dire que les États d'Afrique francophone ont participé et contribué à l'essor de l'arbitrage d'investissement, mais aussi à l'arbitrage commercial. Aujourd'hui, l'arbitrage constitue un mode privilégié de règlement des différends en Afrique francophone. Aux côtés des autres ensembles africains d'intégration économique régionale, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA, constitue ainsi un projet d'intégration juridique qui n'a d'équivalent dans le monde que l'Union européenne. L'attitude favorable des États membres de l'OHADA à l'arbitrage s'explique par la volonté de ces États de renforcer la confiance des investisseurs locaux et étrangers dans la région. Dans le même temps, le développement de l'arbitrage doit permettre d'améliorer significativement le climat des affaires dans la région.
C'est l'une des raisons pour lesquelles l'OHADA s'est engagée dans une réforme approfondie de ses mécanismes d'arbitrage et de médiation, réforme ayant abouti à l'entrée en vigueur de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage en 2018. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à Sylvie Beboy et Bongo pour nous parler de ces développements tout récents, notamment à travers le prisme de l'arbitrage OHADA. Sylvie, je te laisse la parole. Merci Guillaume. Je dirais d'entrée de jeu pour contextualiser l'espace OHADA et le dynamisme de l'arbitrage dans cet espace qu'il faut qu'on comprenne déjà que l'Afrique est diverse. Et dans cette diversité, l'Afrique francophone se retrouve donc avec un espace composé de 17 États constitués principalement, mais pas uniquement, des États de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Comme le disait Guillaume tout à l'heure, ces États se sont donc démarqués en mettant en place, à travers un traité qui a eu 28 ans cette année, un espace juridique unifié porté par cette organisation internationale qui est l'OHADA. L'avènement de l'OHADA, si vous voulez, a eu ce qu'on appelle une influence positive sur le développement de l'arbitrage en Afrique, et on le voit dès le traité où les pères fondateurs ont mis en place cette législation moderne en indiquant qu'elle a pour but d'attirer les investissements et de faciliter le règlement des différends. Donc, ce qui caractérise aujourd'hui cette législation moderne, ce sont ces deux textes principaux que sont l'acte uniforme sur l'arbitrage et le règlement d'arbitrage qui régit un arbitrage spécifique qui est celui porté par la Cour commune de justice et d'arbitrage, pour laquelle je n'entrerai pas dans les développements. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que dans cet espace OHADA, on a cet acte uniforme qui est vraiment une sorte de loi modèle, parce qu'il régit d'une part les arbitrages ad hoc, mais il est également une sorte de texte d'inspiration pour tous les centres d'arbitrage qui se développent dans l'espace OHADA. Ce qu'on a eu avec cette législation moderne, c'est une sorte de libéralisation de l'arbitrage dans l'espace OHADA, même s'il faut le dire, on avait déjà l'arbitrage qui se pratiquait, mais beaucoup plus sur le plan interne, parce qu'on avait des centres d'arbitrage, notamment le centre d'arbitrage de Côte d'Ivoire, qui existait depuis 97, le centre d'arbitrage de médiation de Dakar. Il faut dire que les tests sur l'arbitrage, eux, ils ont été adoptés en 99. Donc, vous voyez qu'avant même l'adoption de l'acte uniforme et du règlement d'arbitrage CCJA, l'arbitrage était déjà pratiqué. On a eu un passage vraiment à une étape que j'appellerais supérieure en 2017, Guillaume l'a dit tout à l'heure, avec la révision des textes relatifs à l'arbitrage, notamment cet acte uniforme, qui a eu pour objectif d'apporter davantage de célérité dans la conduite des procédures arbitrales et aussi d'efficacité dans l'exécution des sentences arbitrales. La révision des textes elle-même aujourd'hui participe donc du développement de l'arbitrage dans cet espace. Mais plus spécifiquement, il faut indiquer certaines actions qui sont essentielles et qui participent du dynamisme de l'arbitrage dans l'espace OHADA. Aujourd'hui, vous verrez que dans tous les pays de l'espace OHADA, vous avez au moins un centre d'arbitrage. Donc, par état partie aujourd'hui, que ce soit au Tchad, au Cameroun, en Guinée, au Gabon, vous avez au moins un centre d'arbitrage, et je pense que l'avènement de l'OHADA y a beaucoup participé. Vous avez plusieurs initiatives également qui participent vraiment au développement de l'arbitrage dans l'espace OHADA. Je mentionnerai de manière générale des initiatives propres à cet espace, comme celle de l'Association pour la promotion de l'arbitrage en Afrique, qui agit depuis une décennie maintenant pour la promotion de l'arbitrage et démarre dans cet espace à travers l'organisation des colloques internationaux et la diffusion de l'information juridique
à travers son outil juridique qui est la revue camerounaise de l'arbitrage. On a également des centres qui organisent des formations certifiantes en arbitrage OHADA notamment. On mentionnera également dans le cadre de ce développement de l'arbitrage les formations sur l'arbitrage et les MARD de manière générale qui sont organisées par des centres d'arbitrage. On a ainsi de nombreuses activités régulières qui visent à régulariser les MARD et l'arbitrage dans l'espace OHADA. Donc voilà ce que je peux dire de manière générale pour introduire ce sujet de développement de l'arbitrage dans l'espace OHADA, mon cher Guillaume. Merci beaucoup Sylvie pour cette mise en perspective un peu de l'arbitrage dans l'espace OHADA et de son dynamisme. Tu mentionnais, c'est juste un point terminologique, les MARD, donc c'est bien les modes amiables de règlement des différends pour nos auditeurs, pour bien situer les choses. Moi, j'aimerais te poser une question sur la question finalement de la culture de l'arbitrage dans cet espace, dans cette région, et de la place notamment de la langue, parce qu'on a cette discussion en français. On sait que l'arbitrage international est évidemment très, je dirais au niveau global, au niveau mondial, très, très, très influencé par la langue anglaise et par plus généralement la common law, la culture également juridique. Donc comment, dans ce contexte mondialisé, l'arbitrage, la culture de l'arbitrage dans l'espace OHADA s'exprime-t-elle ? Je dirais d'entrée de jeu, et je m'amuse souvent à le dire, que finalement les pays partis à l'OHADA, la plupart des pays de l'OHADA sont finalement le dernier bastion de la préservation de la langue française dans l'arbitrage international, si je peux m'exprimer ainsi. Il faut dire que la configuration des États partis à l'OHADA fait que la plupart d'entre eux, mais pas tous, il faut le dire, ont un héritage de droit civil de tradition romano-germanique. Donc, ils ont en héritage l'école française de l'arbitrage international, donc une approche civiliste, est très usitée dans ces pays en matière d'arbitrage. Mais la particularité, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a cette loi modèle qui est l'acte uniforme, qui s'inspire de la loi type de la CNUTSI, de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international, et que cette législation, elle, va au-delà des particularités qu'on peut avoir, de cette particularité civiliste, de sorte que elle a intégré les grands principes de l'arbitrage international et ne fait pas de distinction notamment entre arbitrage interne, par exemple, ce qu'on retrouve en France, qui est l'un des pays qui a beaucoup inspiré l'OHADA. Elle ne fait pas de différence entre arbitrage interne et international, et qu'elle s'applique aussi bien aux arbitrages civils, commerciaux, administratifs, et désormais, depuis la réforme de 2017, aux arbitrages d'investissement. Donc, il faut dire de manière générale que si la pratique elle-même est inspirée dans une grande mesure par le droit civil, l'approche reste résolument internationaliste et moderne dans les pays membres de l'espace OHADA. La question de la langue doit également être considérée sous un double angle. À l'intérieur de l'espace OHADA, la langue elle-même est un atout pour le développement de l'arbitrage. Pourquoi? Parce que il faut comprendre quelle est la langue dominante, donc la langue des échanges au sein de cet espace, et elle permet de développer l'arbitrage parce que par la force des choses, par l'histoire, les pays membres de l'espace, la plupart des entreprises qui évoluent au sein de cet espace sont des entreprises françaises. Donc c'est un atout que d'avoir le français pour faciliter ces échanges. Mais à l'extérieur de l'espace OHADA, on a un problème, et tu l'as si bien dit, Clément, on a un problème parce que, qu'on le veuille ou non, l'arbitrage international aujourd'hui est dominé par les anglo-saxons, et la seule maîtrise de la langue française peut constituer un frein.
Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une sorte de clivage même entre l'Afrique francophone et anglophone en matière d'arbitrage au moment où on essaie de promouvoir les praticiens, l'implication des praticiens africains au moment où on essaie de prendre en compte leur implication dans l'arbitrage de manière générale. La langue peut être un obstacle, notamment pour le renforcement des capacités, parce que aujourd'hui, les formations les plus reconnues sont celles proposées dans langue anglaise. Je prends pour exemple la formation du Chartered Institute of Arbitrators. On n'a pas des équivalents dans l'espace, si je peux dire entre guillemets, francophone. Et parfois, on a l'impression que lorsqu'on a une formation de ces institutions, on est meilleur arbitragiste, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans le cadre du continent de manière générale, on constate que les praticiens francophones ne sont pas souvent impliqués ou concernés par les formations ou colloques organisés dans des pays d'Afrique d'obédience anglophone et vice-versa. Donc, toutes ces situations créent une sorte de clivage qui n'est pas de nature à participer au développement de l'arbitrage en Afrique francophone, parce que par la force des choses, l'Afrique anglophone est un peu plus en avance comparée à l'Afrique francophone dans le domaine. Néanmoins, la langue pour moi n'apparaît pas comme un obstacle aujourd'hui au développement, et on peut le voir, comme je le disais, avec les sociétés qui évolue dans l'espace OHADA. Donc, on retrouve quand même une grande adhésion à l'arbitrage par ces sociétés qui sont souvent des sociétés françaises ou belges, internationales, qui évoluent dans l'espace OHADA. Donc, on retrouve des clauses d'arbitrage insérées par des petites et moyennes entreprises. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'OHADA, on a même des traités bilatéraux d'investissement qui aujourd'hui indiquent au rang des institutions d'arbitrage pouvant être choisies par des parties. Les centres d'arbitrage locaux, je mentionnerai le traité bilatéral entre le Burkina Faso et la Turquie, qui a expressément désigné le centre d'arbitrage et de médiation de Ouagadougou comme un des centres d'arbitrage pouvant être choisis par les parties, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. On constate également qu'en matière de formation, de plus en plus de formations sont organisées. Il y a de nombreux colloques qui sont courus par des praticiens dans l'espace OHADA, et d'ailleurs beaucoup de praticiens sont en train de diversifier leurs pratiques en se spécialisant en arbitrage et en mode amiable de règlement de différends. On constate également, et ça c'est important parce qu'on sait qu'aujourd'hui si Paris ou Londres sont des grandes places d'arbitrage, c'est parce qu'il y a une coopération des juges à l'arbitrage, et on constate dans l'espace OHADA cette adhésion des juges à l'arbitrage lorsqu'ils sont sollicités tant comme juges d'appui ou de contrôle. On constate, on observe de nombreux magistrats qui s'intéressent à l'arbitrage et qui participent souvent à de nombreux colloques. Donc je dirais que oui, on a peut-être l'obstacle de la langue, avec tout ce qui peut se passer autour, mais elle n'empêche pas en elle-même le développement de l'arbitrage dans l'espace OHADA. Oui, d'autant plus que tu as rappelé la force de l'héritage du droit civil et de la langue française dans la partie francophone de l'Afrique, et cette culture justement à la fois juridique mais aussi linguistique est très importante et doit en être une particularité et une spécificité. Mais comme tu l'as également précisé, il ne faut pas non plus oublier le clivage qui peut exister entre arbitrage francophone et arbitrage anglophone, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, il reste toutefois dans cette région de l'Afrique, j'imagine, de très grands défis pour les années à venir, malgré la très grande activité de cette partie de l'Afrique en matière d'arbitrage. Tout à fait, Guillaume. Il y a encore de nombreux défis et qui ne peuvent d'ailleurs pas être évoqués dans le cadre de ce podcast. Peut-être que Brett Smith fera un autre podcast sur les défis parce que c'est tout un sujet. Avec plaisir. Voilà. Je dirais que les défis aujourd'hui, au-delà de la question de la culture, de la langue, sont plus structurels. Ils sont plus relatifs
aux moyens et, comme je le disais tantôt, au positionnement même des praticiens africains. Là, on parle de l'espace OHADA dans le domaine de l'arbitrage. Mais de manière vraiment générale, on constate qu'aujourd'hui, on a un des premiers défis reste la formation. Pourquoi j'évoque ce point? Je suis un exemple moi-même de ce que on apprend très tard tout ce qui est arbitrage et mode alternatif de règlement des différends. Donc, il faut aujourd'hui élever ou ajouter un peu le niveau de formation en matière d'arbitrage dans les universités en essayant d'introduire des cours d'arbitrage dès le cycle de licence. L'un des points également qui concerne également la formation, c'est le faible accompagnement sur le plan pratique. Malheureusement, encore dans l'espace OHADA, même si on a des institutions d'arbitrage, il n'y en a pas encore assez pour accueillir des étudiants en stage. Il en est même des cabinets spécialisés en arbitrage qui ne sont pas encore assez nombreux pour accueillir les étudiants. On a très peu de concours d'initiation à la pratique d'arbitrage dans l'espace francophone. C'est un plaidoyer que je fais ici pour essayer d'organiser ce type de compétition qui participe en elle-même à la formation en matière d'arbitrage. Il y en a très peu déjà dans le monde francophone lui-même et vous imaginez en Afrique, c'est relativement inexistant. L'autre défi aujourd'hui, c'est sur les centres d'arbitrage eux-mêmes. On sait qu'aujourd'hui, sans visibilité, le développement est relativement lent. Aujourd'hui, on a des centres d'arbitrage qui ont encore très peu d'entrées dans des sites internet. Et lorsque ces sites existent, ils ne sont pas mis à jour. On a ce que je qualifie souvent de faiblesse infrastructurelle, et que les centres d'arbitrage sont souvent adossés à des chambres consulaires et ne disposent pas d'infrastructures propres permettant leur développement optimal. Ils n'ont pas de budget propre qui permet vraiment de développer l'activité arbitrage, et on a encore des problèmes vraiment de base comme des problèmes d'énergie, des problèmes de qualité de connexion Internet, toutes choses qui aujourd'hui sont nécessaires au développement de l'arbitrage en Afrique, surtout avec le Covid qui a apporté un autre paradigme dans l'arbitrage, dans la pratique d'arbitrage de manière générale. L'autre point vraiment important, c'est la faiblesse en ressources humaines. Et ces secrétariats des centres d'arbitrage dans l'espace OHADA n'ont pas souvent de personnel suffisant pour assurer la charge de travail dévolue à de tels organes. La conséquence en est que le volume de travail est énorme pour les personnes qui assurent la fonction secrétaire générale permanent des 10 centres, entre l'administration qu'ils doivent suivre, le suivi des procédures d'arbitrage, la promotion même des 10 centres. C'est souvent compliqué de s'en sortir. Mais comme je le disais, il n'en reste pas moins qu'il y a des exemples qui sont encourageants. Et pour finir vraiment, et ça s'inscrit dans le cadre du plaidoyer, on constate encore que la nomination des praticiens d'espace OHADA comme arbitre dans les affaires impliquant notamment les parties africaines et même les parties non africaines reste encore très faible. Comment peut-on parler aujourd'hui d'arbitrage international si on se rend compte que nous ne sommes nommés que dans des affaires qui impliquent nos États, alors que des praticiens de la Suisse, d'Angleterre, d'autres pays peuvent être nommés dans les affaires qui impliquent des États autres que le leur. L'autre défi aujourd'hui aussi, c'est le choix même des villes francophones, notamment celle de l'espace OHADA, comme siège d'arbitrage. Donc, malgré l'existence des textes modernes comme l'acte uniforme, malgré cette coopération des juges à l'arbitrage, on constate qu'il y a encore très peu de villes africaines, notamment dans l'espace OHADA, qui sont choisies comme siège d'arbitrage. Donc, voilà un peu, en termes de défis, ce que nous avons aujourd'hui dans l'espace OHADA et sur lequel nous devons encore travailler, non seulement par nous-mêmes en interne, mais également pour lequel nous appelons la communauté arbitragiste internationale à
participer au réel développement de l'arbitrage dans l'espace OHADA. Merci beaucoup Sylvie et pour ce témoignage qui vient vraiment aussi de ton expérience de terrain. C'est tout à fait intéressant et ça donne à réfléchir. Tu as exploré finalement plein de pistes qui pourraient être autant de sujets de discussion pour ce podcast. Peut-être pour conclure et en quelques mots si tu le veux bien, quelles sont pour toi les perspectives qu'on pourrait tracer, mais un peu en conclusion et en ouverture, je dirais, pour de prochaines discussions s'agissant de l'arbitrage? Je dirais de manière générale que les perspectives aujourd'hui sont celles d'une plus grande coopération, tant avec des praticiens d'autres continents, je pense notamment à des organismes européens, et ça c'est déjà en cours. On a aujourd'hui des accords entre l'espace OHADA et la CCI. On voit qu'il y a eu des relances des comités nationaux au CCI, le dernier en date étant celui de mon pays, je suis obligée d'en parler, du Cameroun. On a des accords de coopération des centres arbitrage africains et des centres européens. Et au niveau du continent, on doit essayer de coopérer davantage. Je disais tout à l'heure qu'on a un problème de faible taux d'existence, j'appelle ça des pôles, de cabinets qui peuvent accueillir des étudiants. Donc, il faut essayer de coopérer davantage, de joindre des initiatives, parce qu'il y a plusieurs initiatives qui existent pour véritablement renforcer la pratique de l'arbitrage et renforcer le développement de l'arbitrage dans cette partie de l'Afrique francophone qui est déjà en elle-même très dynamique par la création de cet espace. C'est une chance que nous avons, donc nous devons la capitaliser, nous devons capitaliser cette chance en créant des conditions idéales de coopération qui nous permettraient vraiment de dynamiser davantage l'arbitrage dans l'espace OHADA. Merci beaucoup Sylvie pour ce témoignage vraiment passionnant et qui ouvre, comme je le disais, à de futures discussions. Donc stay tuned, comme on dit, et à très bientôt sur Arbitral Insights. Arbitral Insights is a Reed Smith production. Our producer is Ali McCardle. For more information about Reed Smith's global international arbitration practice, email Jose Estigaraga at jia@reedsmith.com. You can find our podcast on Spotify, Apple, Google Play, Stitcher, reedsmith.com, and our social media accounts at Reed Smith LLP on LinkedIn, Facebook, and Twitter. This podcast is provided for educational purposes. It does not constitute legal advice and is not intended to establish an attorney-client relationship, nor is it intended to suggest or establish standards of care applicable to particular lawyers in any given situation. Prior results do not guarantee a similar outcome. Any views, opinions, or comments made by any external guest speaker are not to be attributed to Reed Smith LLP or its individual lawyers. All rights reserved.